Bonjour. La conférence d'ouverture a eu beaucoup de succès et l'organisation de l'Université de la Terre a décidé de décaler un petit peu les choses. Nous vous convions à 1 heure et demie de vol ensemble. Pendant la première heure, nous allons dialoguer entre nous, puis pendant la dernière demi-heure, nous dialoguerons avec vous grâce à quelques étudiants, grâce à un panel d'étudiants qui a préparé des questions supplémentaires. L'éducation comme clé du changement. Voilà donc un des premiers débats de cette Université de la Terre dont vous savez qu'elle répond au thème « Le meilleur est à venir ». Je voudrais commencer pour introduire ce débat par 2 lignes de Saint-Exupéry tirées de ses carnets. L'homme réduit à n'être que lui-même, qui se contente de son auge et de son petit de remplacement, qui accepte son lot d'idées sans prétendre pour elle à l'universalité, est un homme satisfait, un homme mort. Alors voilà le risque que nous courons peut-être en ces temps de crise économique, sociale, morale. Pour autant, faut-il continuer à songer au suicide tous les matins, à se désenchanter, à se tirer une balle dans le pied. Paradoxalement, le monde de l'éducation semble à la fois souffrir de trop de changements, de trop d'instabilité et de trop d'inertie. Il semble à première vue étonnant de se demander si une fonction qui change trop souvent en surface et qui ne change pas toujours fondamentalement peut elle-même devenir une clé du changement. Mais peut-être convient-il de se demander ce que l'on entend par éducation. Certains enseignants pensent que leur métier ne relève que de l'instruction et que l'éducation relèverait plus de la famille, des parents, semblant oublier que leur ministère n'est plus depuis 1932 celui de l'instruction publique, mais celui de l'éducation. Il convient encore de s'interroger sur le rôle de l'éducation. Consiste-t-elle à former de futurs citoyens lucides et responsables, ou, à l'inverse, comme le craignait parfois Saint-Exupéry, des consommateurs soumis, passifs, dociles et résignés? Dans quelle mesure la force de l'éducation ne réside-t-elle pas dans sa part de subversion, visant à développer le principe de la remise en question et de la vigilance des futurs citoyens? Plus que jamais, éducation et instruction semblent liées. L'être humain semble handicapé lorsqu'il ne maîtrise pas de façon satisfaisante les fondamentaux du savoir, qui semblent parfois gravement négligés: pouvoir lire et écrire, pouvoir compter, pouvoir se situer dans le temps et dans l'espace. Telles sont les 4 matières fondamentales du savoir-l'être: mathématiques, histoire et géographie. L'homme du XXe siècle a été formé par l'école de Jules Ferry. Vous avez appris il y a quelques semaines que 45 États des USA pensaient aujourd'hui sérieusement à ne plus enseigner l'apprentissage de l'écriture manuscrite dans les écoles. L'acculturation des masses est sans doute un critère qui donne l'illusion de pouvoir les manipuler plus aisément. Mais la foule humaine réduite à l'état de troupeau craintif et frileux, comme le disait Saint-Exupéry, risque de ne pas être un facteur de changement, alors même que nos vieux modèles de société ont besoin d'être en partie préservés, mais aussi en partie réinventés. Cette question incite à s'interroger sur la notion de changement, qui ne peut jamais tabler sur l'effacement du passé. La mémoire est sans doute le carburant essentiel du changement et de l'innovation, et si l'éducation et l'instruction venaient à redevenir un bien confisqué, un bien sous monopole, réservé à des élites crispées sur leurs privilèges, alors l'éducation pourrait devenir un facteur d'inertie et de cécité. Mon nom est Jean-Pierre Guénaud, j'ai la chance de diriger aujourd'hui la culture des 2 musées privés des lettres et des manuscrits d'Europe, celui de Paris, qui est de 122 boulevard Saint-Germain, et celui de Bruxelles, et puis l'entreprise qui les fait vivre, Aristophile. Et pour participer à ce débat, je vais vous présenter les 4 débatteurs. Thomas d'Assembourg, auteur, psychothérapeute, tout à fait intéressant de par son profil. Il est à ma droite, donc pour vous, à ma gauche, dans la mesure où il fait partie de ces gens passionnants qui ont plusieurs vies. Et après avoir constaté un certain nombre de choses en tant qu'avocat, Thomas d'Assembourg a fini par s'engager en tant que responsable animateur bénévole d'une association d'aide aux jeunes qui connaissaient des problèmes de délinquance, de violence, de prostitution, de dépendance ou d'autres natures. Il est devenu l'auteur à succès que l'on sait. J'aime beaucoup la façon dont il pose son stéthoscope sur le genre humain, analysant tout ce qui peut être mal exprimé, non dit, mal dit, ou surtout mal écouté. Le seul titre de ces livres en dit beaucoup. Cessez d'être gentil, soyez vrai. Être avec les autres en restant soi-même.
Être heureux, ce n'est pas nécessairement confortable. Guerre et paix dans le couple, petite mise en scène de ménage. Qui fuis-je? Où cours-tu? À quoi servons-nous? Vers l'intériorité citoyenne. Ou encore psychologie positive, le bonheur dans tous ses états. Sur votre gauche, toujours à ma droite, donc, Fabrice Bardèche, vice-président exécutif de Ionis Éducation Group. C'est aujourd'hui ce groupe le premier opérateur privé de l'enseignement supérieur qui regroupe notamment des écoles comme l'ISG, l'ISEG, EPITA, EPITEC, IPSA, Subbiotech. Au départ, notre ami Fabrice Bardèche est un agrégé de lettres, donc il a longuement fréquenté l'enseignement public. Ensuite, alors lui aussi a plusieurs vies. Ensuite, il a été longuement journaliste scientifique et médical pour des supports de renom tels que Santé Magazine, Ça m'intéresse, Géo, Vogue Homme. Donc c'est un passeur, c'est là une vocation de passeur. Et puis il a rejoint le groupe Ionis depuis la création de l'ISEG en 80. Il y exerce tout un tas de fonctions. À ma gauche, donc à votre droite, Vincent Berger, physicien, président de l'université Paris Diderot. Vincent Berger est normalien. Il a longuement travaillé pour une firme qui s'appelle Thales aujourd'hui, qui était avant Thomson CSF. Et puis il est devenu professeur à l'université Paris 7 Diderot en 2001. A rejoint le laboratoire matériaux et phénomènes quantiques dont il est devenu directeur. Ensuite, il a dirigé l'UFR de physique avant de devenir ce qu'il est aujourd'hui, le président de l'université Paris 7. Alors, et puis, je n'évoque pas tout un tas d'autres fonctions. Le rôle qu'il a joué aussi dans le fait de rendre à la Corée des manuscrits qui étaient devenus dans nos belles collections il y a un certain temps. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que Vincent Berger n'est pas uniquement un homme de chair et de transmission, c'est un homme du concret. Il a écrit plus de 150 publications et surtout déposé une quinzaine de brevets. Jean-Paul Capitani, à votre extrême droite, est lui aussi un homme qui a eu plusieurs vies, puisque de formation, il est ingénieur agronome, et il dirige aujourd'hui, avec quelques personnes, dont Françoise Nyssen, les magnifiques éditions Actes Sud, ces éditions dont je vous rappelle qu'elles ont obtenu leur premier prix Goncourt en 2004, et puis un second, c'était à l'époque Le Soleil d'Escorta, Laurent Godet. Un second beaucoup plus récent, c'était en 2012, avec Jérôme Ferrari et son sermon sur la chute de Rome. Alors il faut noter ça, parce que vous savez qu'habituellement, le prix Goncourt est réservé à un tout petit club, et on ne pouvait pas pressentir, il y a 30 ans, qu'un jour, Actes Sud, un peu électron libre, atypique à bien des égards, pourrait rentrer dans ce club. Jean-Paul Capitani n'est pas forcément n'est pas uniquement un formidable éditeur, et il a actuellement des projets liés à une école d'un autre genre et dont il nous fera part. Alors pour entrer en matière, j'ai envie de poser à chacun des 4 débatteurs une première question toute simple, puisqu'on a ce thème des journées, le meilleur est à venir. Alors ça ne veut pas dire qu'on est chez les bisounours, ça veut dire simplement qu'on voudrait mettre un terme au désenchantement et faire que les bâtisseurs d'avenir que nous sommes, que vous êtes, que sont nos enfants, eh bien voudraient se mettre quelque chose sous la dent. Donc si on confronte ce thème, le meilleur est à venir, avec le thème du débat, l'éducation comme clé du changement, eh bien commençons par exemple par Vincent Berger. Vincent Berger, quelle est votre première réaction instinctive à cette question? Merci. Dans votre présentation excellente, vous avez oublié que j'étais rapporteur général des assises de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et donc, à l'automne dernier, et donc c'est à ce titre-là, on a réussi à scanner au cours des assises de l'enseignement supérieur et de la recherche beaucoup de choses. Et je suis d'accord avec l'idée qu'il faut arrêter effectivement de se plaindre et de toujours se lamenter. Il y a aussi de belles choses qui arrivent, en particulier dans l'enseignement supérieur. Alors, le meilleur est à venir. De quoi je pourrais parler dans l'enseignement supérieur et de la recherche? Je vais vous parler, surtout dans l'éducation et dans l'enseignement supérieur, je vais vous parler des cours en ligne, des cours massifs en ligne qui sont apparus en 2012 et qui me paraissent être à l'aube d'une révolution de l'éducation. Donc qu'est-ce que c'est que les cours massifs en ligne? Massif, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui les suivent. Aujourd'hui, on a des cours qui sont suivis par 1 million d'étudiants, par plusieurs centaines de milliers d'étudiants, voire plusieurs millions d'étudiants.
Et ces cours vont permettre un partage à une très très large échelle du savoir. Et ça, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de publics aujourd'hui qui n'ont pas accès au savoir. Et l'Internet, par des moyens de pédagogie complètement renouvelés, permet d'avoir cet accès à toutes et tous. Je veux parler des publics en situation de handicap, je veux parler des personnes en formation continue qui ne peuvent pas suivre des cours pendant la journée, mais qui vont les suivre le soir. Je veux parler de l'Afrique, de l'Inde, de tout un tas de nouveaux publics qui n'ont pas aujourd'hui accès à l'enseignement supérieur. Ces cours en ligne, je ne sais pas combien de temps je peux rester dessus, 3-4 minutes, c'est ça? Ces cours en ligne plaisent aux étudiants. Les nouvelles initiatives américaines qui sont nées en 2012, hein, c'est vraiment des choses très récentes, comme par exemple Coursera, qui a été à l'initiative de l'université de Stanford, est né en avril dernier, a déjà 3 millions d'étudiants. Ce qu'on appelle les digital natives ont envie d'apprendre comme ça. Alors je ne sais pas s'il faut cesser d'apprendre à écrire dans les écoles, mais en tout cas, les publics jeunes aiment apprendre par ces nouveaux outils pédagogiques. Les entreprises aussi, et ce n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes éthiques, mais les entreprises qui travaillent là-dessus considèrent que c'est une bonne façon de comprendre les étudiants, de regarder leur comportement sur les cours massifs en ligne. Vous savez, quand vous allez sur, par exemple, un site internet de vente d'habits, par exemple, en ligne, on regarde votre comportement, on regarde combien de secondes vous restez sur tel ou tel produit, où est-ce que vous allez, comment vous surfez. Et au bout d'un certain nombre d'heures de surf sur Internet, on a pu faire votre profil de consommateur et on vous envoie des publicités ciblées. Donc on peut analyser en profondeur votre personnalité. J'ai dit que ça posait aussi des problèmes éthiques. Hein. Votre personnalité en regardant votre comportement. Et ça, c'est beaucoup plus fort que l'examen. L'école qui a été créée récemment par le PDG de Free a dit qu'elle ne décernerait pas de diplôme. Parce que l'examen, c'est considéré comme une façon peut-être ancienne maintenant de tester les étudiants et regarder le comportement des étudiants à l'intérieur de leur travail de façon intime et beaucoup plus précis. Alors je pense que là, il y a une révolution en marche. Il y avait un article qui est sorti récemment qui disait que dans 20 ans, il n'y aurait peut-être que 10 universités dans le monde. Donc ça doit nous faire réfléchir. Je pense qu'aujourd'hui, les initiatives sont anglo-saxonnes. Je pense que la France et l'Europe doivent absolument se mobiliser pour ne pas rater cette révolution, parce qu'il y a là un enjeu de civilisation. C'est non seulement la maîtrise de la diffusion du savoir, être certain que nous allons continuer à maîtriser le contenu des enseignements que l'on veut choisir, mais c'est aussi la maîtrise de l'accès à nos étudiants. Parce que je parlais tout à l'heure des entreprises qui vont comprendre et créer un lien avec les étudiants en regardant leur profil d'étudiants sur Internet. Et donc derrière, il y a tout l'enjeu du brain drain. Donc il y a un vrai enjeu de civilisation derrière ces choses-là. Mais je crois que tout ça est très positif. Tout ça est très positif parce que c'est l'éducation globale qui est en train d'apparaître. Ça ne veut pas dire que c'est la fin de l'enseignant. Ce n'est pas la fin de l'enseignant-chercheur. L'enseignement va devenir beaucoup plus personnalisé. C'est-à-dire que tout le savoir froid sera diffusé à travers des méthodes numériques, mais c'est une façon de renouveler le travail de l'enseignant-chercheur qui va travailler en proximité avec l'étudiant sur une sorte de coaching, lui donner des conseils. Toi, tu devrais suivre ça, toi, ci. Toi, tu es plus en retard, regarde plutôt ça. L'accompagner dans les stages, l'accompagner dans les laboratoires. Donc il y a un lien entre l'enseignant et l'étudiant qui va se renouveler en proximité, en parallèle à cette diffusion du savoir froid par de nouvelles technologies. Donc je crois que c'est très excitant, c'est très ambitieux, et il ne faut pas avoir peur de ça. Il ne faut pas être frileux. Juste pour terminer, j'étais un peu effaré de l'article du Monde, parce qu'en ce moment c'est la loi qui passe. Après les assises, on fait la loi sur l'enseignement supérieur et la recherche. Et il y avait un article dans Le Monde d'un professeur au Collège de France qui disait « il ne faut pas enseigner en anglais à l'université ». En 2007, il y avait 11 masters en anglais dans les universités françaises. En 2011, il y en avait 346. Bien sûr qu'il faut laisser l'enseignement en anglais se développer, le rendre possible. On n'oblige pas tout le monde à enseigner en anglais, mais il faut laisser tout, il faut libérer toutes les mobilités internationales. Il faut permettre aux étudiants de licence d'aller faire un semestre à l'étranger. Il faut accueillir
tous les étudiants étrangers en France, et je pense qu'aujourd'hui on est en train de faire beaucoup de choses pour favoriser ces échanges-là. Il faut permettre l'enseignement en anglais, c'est comme ça qu'on défend la francophonie d'ailleurs, c'est en faisant venir des étudiants coréens ou chinois ou d'autres pays en France, et après ils tombent amoureux de la France et ils apprennent le français. C'est pas en se recroquevillant sur une autarcie linguistique qu'on peut défendre la francophonie. Tout ça c'est dans le même sujet, c'est le sujet du partage, de l'éducation globale, avec un socle commun de connaissances qui peut être partagé à l'échelle de la planète. J'espère que je n'ai pas été trop long pour cette introduction. Mais alors Vincent Berger, par rapport à nos générations, ce que vous décrivez est révolutionnaire. Vous faites partie des générations de gens qui sont passés par des classes préparatoires de haut niveau. Vous aviez des profs en sup ou en spé qui se gardaient bien de ne vous laisser ne serait-ce qu'un polycopier. On avait des polis quand même. Oui, pas si fréquent. Non, on avait quand même des polis. Non, mais c'est vrai que sans aucun doute, l'université ou les écoles françaises sont restées sur un modèle très très ancien. Espérons que le numérique justement soit la révolution qui arrive par le petit bout, je dirais technologique, mais aussi pédagogique, qui arrive à bouleverser tout ça, parce que au fond, on n'a pas changé beaucoup de choses depuis le modèle de l'université de Humboldt du 19e siècle, où on a des étudiants qui ont envie de savoir, qui vont dans les laboratoires et qui écoutent le savoir qui est transmis. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un renversement du sens du savoir, il y a un renversement du rapport au savoir. Ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, quasiment tout ce qui est la connaissance au niveau licence est accessible partout, par n'importe qui dans un téléphone portable. Et ça change tout. Parce qu'avant, le professeur avait le monopole du savoir. Donc il transmettait le savoir à sens unique, je dirais. Et il se rendait indispensable. Ce qui est merveilleux à travers ce que vous décrivez, c'est que si vous faites bien votre travail, vous faites tout pour qu'on arrive à se passer de vous, au bout du compte. Il était indispensable. Il avait le monopole du savoir. Ce qui est amusant, c'est de se dire qu'avec un peu d'effort, le amphi en verlan, ça donne iPhone. C'est-à-dire qu'il y a eu un renversement du rapport. Aujourd'hui, moi j'enseigne en L1 encore. Je vous assure, les étudiants, ils ont leur ordinateur sur les genoux et ils vérifient qu'on n'est pas en train de raconter des bêtises. Donc il y a eu ce renversement, parce que des fois on raconte des bêtises. Donc il y a eu ce renversement du savoir, et l'enjeu qu'il y a actuellement, c'est de passer de la transmission au partage. Et ça, c'est extrêmement puissant. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Magnifique ambition. Alors Thomas Dansembourg, on parlait des enfants du siècle à l'époque des romantiques, de Victor Hugo, de Musset, de quelques autres. On pourrait aujourd'hui, en ce début de 3e millénaire, parler des enfants du 21e siècle, de nos enfants, de ceux qui suivront. Quand vous confrontez ce thème, l'éducation comme clé du changement, à le meilleur est à venir, qu'avez-vous à nous dire sur les enfants du 21e siècle, Thomas Dansembourg ? Ce qui m'apparaît assez significatif aujourd'hui, depuis mon angle à moi, qui est d'accompagner les personnes à travers les cycles et les saisons de l'existence depuis une vingtaine d'années, en donnant des conférences et des formations, et en ayant... Ce qui m'apparaît de plus en plus clairement, depuis une vingtaine d'années que j'accompagne les personnes à travers cycles et saisons de l'existence, c'est que ce qui est neuf, à mes yeux, c'est que de plus en plus d'êtres humains cherchent un sens personnel et vivant à leur existence. Ça me paraît tout à fait novateur. Dans l'histoire que des gens qui ont cherché du sens, il y en a toujours eu, mais c'était souvent en s'affiliant à un mode de pensée, en s'affiliant à une appartenance religieuse, philosophique ou politique. Ce qui m'apparaît aujourd'hui, c'est un décloisonnement de ces appartenances. Je pense que l'humain cherche un sens personnel et vivant, c'est-à-dire qu'il lui parle à lui dans son identité, qui le fasse vibrer, tressaillir, qui le motive, c'est-à-dire qui le tire en avant, et d'une façon qui décloisonne au point que chacun se sente appartenir au vivant. Je crois que ça, c'est la quête. Et cette impression d'appartenir au vivant est très très forte aujourd'hui, et je le vois dans mon travail comme quelque chose que l'éducation a aujourd'hui besoin de rencontrer. C'est ce qui me paraît nouveau aujourd'hui. L'éducation a besoin de mettre en place des occasions, des processus, des procédés pour apprendre à trouver du sens à sa vie. Et là, on est encore très loin du compte aujourd'hui. Et cependant, je vois une énorme demande de mettre en place des approches qui permettent aux individus de se connaître, de s'estimer, de connaître leur élan de vie, de connaître leur talent, et de pouvoir ainsi mettre le meilleur de soi au service de tous, et dans un geste d'expansion au service de tous.
Et c'est en ça que je vois vraiment une grande nouveauté aujourd'hui, c'est cette quête de sens profonde, et je souhaite que l'éducation puisse la rencontrer et s'adapter à cette demande. Au fond, beaucoup de gens ont perçu ce que Paul Václavic évoquait joliment par cette formule. Paul Václavic, comme vous le savez, est pionnier de l'analyse systémique. C'est un des grands penseurs de la psychothérapie familiale contemporain. Il disait ceci: si l'on fait ce qu'on a toujours fait, on obtient ce qu'on a toujours obtenu. Alors ça paraît simplissime, mais ça veut dire que si je veux obtenir autre chose, je dois faire autrement. Mais comment faire autrement si je ne pense pas autrement ? J'ai donc absolument besoin de développer un espace d'intériorité qui me permet de remettre mon système de pensée en question, démanteler mes habitudes, mes croyances, mes références, et ça demande effectivement un espace intérieur en sorte de pouvoir faire autre chose, ou autrement, et obtenir autre chose. Il y a un travail d'intériorité absolument nécessaire et qui, de nouveau, n'est pas encore rencontré, mais qui, je pense, va se mettre en place parce que c'est la condition du changement durable. Alors en même temps, Thomas Dansembourg, cette émergence de l'individu, cette prise en compte de l'individu, ne doit-elle pas connaître certaines limites dans la mesure où on navigue aussi dans une société incroyablement narcissique, dans une société dans laquelle j'avais évoqué dans un de mes livres la notion de tout à l'ego. On a parfois le sentiment du fait que les gens sont en orbite autour de leur nombril, autour d'eux-mêmes, alors que d'une certaine façon, apprendre à grandir, c'est découvrir l'autre, c'est prendre conscience du fait que nous ne sommes riches que de l'agrégation de nos différences. Donc comment concilier ces deux tendances ? Je vous rejoins tout à fait dans la perspective d'être en lien, d'être en appartenance et d'appartenir. Ce que j'observe dans mon travail, c'est que la personne qui se coince dans l'individualisme est celle qui est seulement dans une partie d'elle-même, dans sa tristesse, dans son amertume, dans sa solitude, dans son impuissance, dans son goût de prendre une revanche, et qui ne connaît qu'une petite partie d'elle, et ce qu'on appelle assez souvent l'ego. Inversement, la personne qui apprend à connaître un plus large champ de qui elle est vraiment, de sa vraie personne derrière le personnage que nous avons tous, cette personne qui élargit donc le champ de connaissance d'elle-même, réalise qu'elle a des tas d'autres besoins, des tas d'autres valeurs qu'elle peut mettre en route. Et ce que j'observe dans mon travail, et c'est pour ça que j'ai appelé mon dernier ouvrage « L'intériorité citoyenne », j'observe que la personne qui entre dans ce travail de développement psycho-spirituel, vous l'appellerez comme vous voulez, profond, au fond, fait un travail de développement social durable, parce qu'elle met ce qu'elle est au service. Il n'y a plus d'attachement à l'avidité, l'accaparement pour soi, il y a le goût de servir. C'est ce que moi j'observe dans mon travail, et je pense que la plupart des personnes qui accompagnent d'autres personnes le verront. Au fond, je crois profondément à une générosité intrinsèque de l'humain, mais qui a pu être très souvent blessée, notamment par des processus d'éducation qui nous ont donné l'impression que nous étions impuissants, que nous étions fragiles, que nous n'avions pas notre place, et donc ça nous a amené à des mécanismes qui créent beaucoup de divisions. En entrant dans davantage de connaissance de soi, on trouve un élan de vie qui nous rassemble. Donc je n'ai pas de crainte d'accélérer le processus d'individualisme, au contraire, j'ai confiance qu'on va pouvoir sortir de l'individualisme par la conscience. Alors Fabrice Bardèche, vous êtes par excellence un métis, on a vu que vous aviez fréquenté pendant longtemps les bancs de l'enseignement public avant de fréquenter les autres. Public, privé, laïque, religieux, est-ce que la République n'a pas besoin de lier, en fin de compte, sans les mélanger, ces quatre formules, pour que l'éducation reste un facteur de changement et passe même la surmultiplier dans ce domaine, en fonction de votre profil bien spécifique que vous inspire la confrontation de la question du jour, l'éducation comme clé du changement, avec ce bel espoir, le meilleur est à venir. Fabrice Bardèche. Oui, merci. Je crois qu'en effet, on est aujourd'hui avec un nombre de possibles qui a considérablement augmenté. J'inscrirai mon propos dans le prolongement de ce que disait tout à l'heure Vincent Berger. On a aujourd'hui des outils qui mettent à portée de chacun des savoirs d'une très grande étendue. Que ce soit tout ce que vous recherchez quotidiennement sur Internet de façon facile, mais des choses plus complexes, comme par exemple l'intégralité du syllabus de Stanford ou du MIT ou de Harvard, sont à la portée de clics de toute personne qui veut s'y pencher et se les approprier. Les cours des universités, pour beaucoup, sont en ligne, des universités françaises également. Les cours de certaines grandes écoles sont également en ligne. Donc aujourd'hui, on a
une masse de savoir disponible, non plus dans les bibliothèques comme autrefois, mais simplement à domicile, chez soi, pour tout le monde, qui est sans précédent. On a également un champ d'expérience qui est extraordinaire, puisque on n'est plus simplement enfermé dans notre hexagone ou notre région. On est aujourd'hui face au monde, et on peut, beaucoup d'étudiants d'ailleurs le font, aller vivre des expériences au milieu de cultures différentes, sur des horizons différents, et avec des savoirs différents, pour s'enrichir encore. Vous parlez de l'irruption de l'ego, du tout à l'ego qui caractérise un peu nos sociétés aujourd'hui. Et on voit bien que dans ce savoir qui arrive à domicile et qui est à la portée de chacun, on peut en effet individualiser ce savoir au lieu de le rendre collectivement. En même temps, on assiste, et on le voit bien dans nos écoles, à une mise au travail collaboratif, justement, parce que chacun ayant pu absorber une partie des connaissances à avoir, peut beaucoup plus utilement apporter son lot à la collectivité. Vous voyez également, dans l'émergence de nombreux blogs individuels, que maintenant chacun d'entre nous, aujourd'hui, peut s'exprimer. Autrefois, avoir accès à la parole publique, c'était le produit d'un processus. Il fallait se donner beaucoup de mal, il fallait se forger sa notoriété, il fallait avoir l'occasion de rencontrer un public. Aujourd'hui, n'importe qui ayant envie de se faire entendre peut trouver le moyen, ce n'est pas toujours facile, j'en conviens, mais peut trouver le moyen de s'exprimer, de se faire entendre. Il ne faut pas s'étonner, en effet, qu'à ce moment-là, à partir du moment où l'ego peut avoir une audience publique, tout d'un coup, il soit surdimensionné. Il faut bien apprendre à vivre. C'est comme un enfant qui naît. Il voit le jour, il est d'abord fasciné par lui-même, et puis il apprend les règles de la société. Bien, quand on apprend également à s'exprimer dans le concert public de l'Internet, on a un champ d'audience qui est fabuleux, on a de l'écho, on a de la réponse, on apprend à travailler ensemble, et je crois qu'au contraire, c'est une opportunité supplémentaire d'apprendre ce travail collectif et cet enrichissement collectif. Donc je crois qu'aujourd'hui, les voies d'amélioration de la société par l'éducation sont en marche, et pour reprendre le début de votre propos, entre le public et le privé, je crois qu'il y a des places larges et pour les uns et pour les autres. Nous avons chacun nos caractéristiques, nos obligations, notre champ d'activité qui se complètent, et très souvent d'ailleurs les coopérations entre l'université et les écoles privées se font très naturellement autour de domaines de recherche, autour d'initiatives, autour de rencontres. Je crois qu'on peut dire que cette confrontation entre le public et le privé, même si elle peut encore intéresser certains idéologues, n'est plus d'actualité dans la vie quotidienne des écoles. L'embellie que vous évoquez tous, c'est celle du partage. On sait qu'il existe dans les domaines nobles un business, il y a un charity business, il y a un business de l'éducation. Est-ce qu'il ne faut pas penser à certaines limites dans ce domaine, dans la mesure où il pourrait arriver à un moment ou à un autre que les limites du modèle viennent de là, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les barrages matériels seraient trop grands pour envisager certains types d'études, eh bien, la notion du partage serait compromise. Je crois que les barrages matériels sont aujourd'hui beaucoup plus faciles à renverser qu'autrefois. Parce que si je prends par exemple les écoles qui sont dans notre champ, que ce soit des écoles de business ou des écoles d'ingénieurs, beaucoup d'étudiants ont la facilité d'avoir accès à du travail en part-time, à des situations, à des solutions de conseil, à des bourses, à des exonérations de frais de scolarité. Dès qu'il y a un jeune qui a véritablement un talent et qui veut rentrer dans une voie de formation, qu'elle soit publique ou privée, il trouvera l'occasion de le faire. Alors, je sais bien que ce n'est pas toujours si simple que ça et qu'il reste un certain nombre de cas à résoudre, mais je vais vous donner un chiffre, par exemple. Vous savez que dans des écoles privées qui sont relativement onéreuses comme les nôtres, je prends les écoles technologiques, il faut quand même payer, selon les écoles, autour de 7 000 € par an. C'est une somme. On a à peu près, sur certaines d'entre elles, notamment Epitech, Epita, on est autour de 25 à 30% de boursiers. Des gens qui touchent la bourse de l'État, c'est-à-dire donc qui sont en situation de fortune de se faire aider par l'État.
et qui pourtant vont rechercher ce type d'études, parce qu'il y a derrière une promesse d'activité durable et d'insertion à un haut niveau de responsabilité dans la société, qui fait qu'ils vont arriver à franchir les barrières de l'argent. Et puis, naturellement, on les aide. Alors Jean-Paul Capitani, je pense qu'on appartient à des générations qui, quand elles ont passé leur bac, étaient dans un contexte très différent. Il y avait peut-être 14% d'une classe d'âge qui passait ce cap. Aujourd'hui, on a basculé vers une situation, une société de masse. L'école de Jules Ferry n'était déjà pas toujours très tendre avec ceux qui échappaient à la norme. Si tant est que les mots que je vais prononcer aient un sens, il n'a jamais fait bon être en dehors de la norme, paraître sous-doué ou au contraire surdoué, ou en tout cas paraître différent. Car les machines républicaines peuvent être aussi des machines à broyer, à formater. Alors, avec le parcours qui est le vôtre, avec les belles aventures et aussi les parfois tristes mésaventures qui ont été les vôtres, je crois que tout ça vous a inspiré quelque chose, inspiré un projet, et vous avez certainement quelque chose à nous dire sur une autre forme d'école quand vous confrontez l'éducation comme clé du changement avec le fait que peut-être, espérons-le, le meilleur soit à venir. Jean-Paul Capitani. Le meilleur à venir, nous l'espérons, mais il se bâtira avec des enfants, et ce que nous espérons, des enfants heureux. Je viens d'écouter, c'est évident que en tant qu'éditeur et en tant que père ou parent, je n'ai pas l'expérience, je n'ai pas d'expérience professionnelle. Je peux simplement témoigner d'un désir que nous avons et que nous mettons en œuvre de créer une nouvelle école. Ceci est né de beaucoup de choses. On a la confrontation au réel, par exemple, premièrement. Quand on voit qu'à l'heure actuelle, on est en train de mettre des antennes à Madagascar, en Birmanie, parce qu'elle vient de se libérer pour vendre des téléphones, vous voyez la pression de la cupidité dans la diffusion de ces moyens électroniques, etc. Nos enfants sont aussi un marché pour ces appareils. On exploite les enfants, on leur a vendu des barres chocolatées, maintenant on leur vend des téléphones. C'est terrible. Et si vous voulez, cette déconnexion du réel est une chose qui, si vous voulez, j'ai été éleveur, je suis un paysan, et en tant que tel, si vous voulez, on a besoin de comprendre que les choses sont réelles. Si nous fournissons à l'enseignement supérieur des enfants qui sont passés dans un moule déformant, traumatisant, et si vous voulez, si on ne fait pas en sorte que les enfants, si on ne fait pas une école de la bienveillance, enfin le mot que nous voulons manipuler, c'est celui-là, on ne sait pas où nous allons. Par ailleurs, si vous voulez, étant éditeur, on a voulu se dire il fallait arrêter de raconter, enfin arrêter, il ne fallait pas arrêter, mais il fallait surtout ne pas uniquement faire des constats catastrophistes sur l'état du monde, et c'est vrai qu'on peut en faire. Mais il était utile aussi de se rendre compte que des tas de gens se mettent à réfléchir pour essayer de trouver d'autres chemins. Donc on a créé une collection qui s'appelle le domaine du possible. Ce domaine du possible a pour vocation de montrer ce que certains expérimentent, mettent en œuvre comme ça, de manière courageuse et spontanée, pour changer la société dans laquelle nous nous trouvons. Et ce changement que vous évoquiez, il peut venir effectivement par le haut, parce que c'est vrai que les techniques électroniques, la diffusion instantanée de toutes les connaissances, l'accès aux meilleurs, est quelque chose de fascinant, et en même temps c'est terrorisant, parce qu'on commence avec des enfants, et les enfants, ils ont besoin de rentrer dans un univers qui les accueille, et ils ont besoin de réaliser leur propre projet. Nos enfants, c'est pas notre projet, c'est pas un marché, c'est quelque chose c'est une liberté qu'il faut aider à se constituer, et à se constituer sur des bases intéressantes. Je n'ai pas vérifié ce que je dis tout de suite, mais par exemple, les gens de Silicon Valley mettent leurs enfants dans les écoles Steiner, et ils essayent d'éviter que les enfants utilisent en permanence les ordinateurs. C'est cette espèce de discernement, si vous voulez, entre la vie, la réalité, le concret, et la virtualisation frénétique dans des buts. La virtualisation n'est pas un mal en soi, mais les sociétés dans lesquelles nous vivons sont quand même animées essentiellement par la cupidité. Et je dirais que tout est constamment et en permanence peut basculer dans un mauvais sens. Pour que ces choses-là ne puissent pas se faire facilement, que les enfants
et une capacité de résistance et d'intelligence et de trouver un chemin là-dedans, il est souhaitable. C'est pour ça que nous avons pensé, si vous voulez, en tant qu'éditeur, nous sommes confrontés à des auteurs, à des artistes, à des musiciens. On organise beaucoup de concerts et de choses comme ça. Et tous ces gens-là, si vous voulez, ont des apports, une intelligence différente. On ne peut pas uniquement se préoccuper d'économie et d'ingénieurs, je dirais, parce qu'on ira vite à la fin. Je veux dire, c'est un univers terrorisant dans lequel on entrerait à travers ça. J'espère que parmi tous les enfants qui vont naître, il y aura des poètes, il y aura des artistes, il y aura des gens de théâtre, il y aura des gens qui feront de la nourriture, qui permettront de manger des bonnes choses, etc. Donc, si vous voulez, le monde dont nous avons besoin, si on parle d'éducation, d'apprentissage, de développement, de bonheur, il a besoin de se fonder sur des choses bien réelles. Donc on a demandé, si vous voulez, à des gens qui sont des professionnels ou qui ont déjà tenté des expériences, comme Sophie Rabi, comme Antonella qui est ici et qui a écrit pour nous un livre, Ces écoles qui rendent nos enfants heureux. C'est vrai elles existent et elles se développent. En France, elles ont plus de peine à se développer, mais en ce moment, il y a un grand talent dans cette direction. Les écoles nouvelles. Quand on parle d'écoles nouvelles, on pense à Freinet, on pense à Montessori, on pense à Steiner, etc. Tous ces gens-là, ils ont plus de 100 ans. Si vous voulez, c'est une école nouvelle qui est déjà ancienne. Malheureusement, elle n'a pas eu la possibilité de se développer beaucoup. Et si vous voulez, nous sommes dans une école qui est un vrai carcan, si vous voulez. Ce qui est terrible, enfin, je le dis, évidemment, c'est terrible de porter des jugements, et je souhaite que vous compreniez bien que ce dont on parle, c'est aussi à travers une expérience qui est tout obligatoirement singulière, et toutes les exceptions sont possibles, et que ce n'est pas l'anathème que je gêne. Mais donc, si vous voulez, repartant à la source, on s'est dit, il faut créer des conditions pour que les enfants puissent être heureux. Donc, contact avec la nature, de vivre à la campagne, être coupé pour l'essentiel de la sollicitation virtuelle pour pouvoir néanmoins utiliser les ordinateurs, etc. Et surtout, comprendre ce que c'est qu'un animal, par exemple, comment on vit avec des chevaux, ou on peut vivre avec d'autres animaux, comment tout ceci se passe. Et en même temps, que ces enfants, si vous voulez, les gens qui travaillent aux maisons d'édition sont bien souvent féminins, ce qui nous a donné, depuis l'initial, l'afflux, si vous voulez, de ces enfants qui naissent, qui posent problème quand les mamans sont enceintes. Mais ces enfants ont eux-mêmes des problèmes quand les parents se passionnent pour des auteurs, etc. Ils ne sont pas là le soir quand leurs parents travaillent ailleurs, etc. Donc on s'est dit, et tous ces auteurs et tous ces plasticiens et tous ces musiciens que l'on rencontre quotidiennement sont tous d'une grande disponibilité. Ils sont prêts à donner une journée de leur temps, etc. C'est pas le problème. Donc on s'est dit, il faut essayer d'inventer une école qui soit à la fois ouverte à tous. Si vous voulez, comme on mangeait local, ben voilà, il faut faire des écoles locales. Donc on est Actes Sud, on est tout simplement des parents, et on a eu des expériences. Si vous voulez, je suis d'une génération qui a connu 68, je commence à être vieux, et c'est vrai que Libres enfants de Summerhill, c'était quelque chose qui nous paraissait émerveillant. Mais effectivement, quand on relit ça, on se dit c'est terrible, c'est plus tellement d'actualité, parce que ce soif de liberté, si vous voulez, on la voit à travers l'effervescence du net et de tout ce qui se fait maintenant. Et c'est plus ça le problème. Le problème, c'est de créer des conditions que ces enfants puissent se développer, que ce soit leur projet qui prévale. Voilà. Vincent Berger, que vous inspirent les propos qui viennent d'être ceux de notre ami Jean-Paul Capitani? On a parlé, enfin, l'ensemble des intervenants, on a beaucoup parlé de partage. On a beaucoup parlé de partage, et puis on a aussi craint l'individualisme, la montée du narcissisme. Vous avez employé cette expression, le tout à l'ego. Alors d'abord, juste un point, l'individualisme n'est pas forcément qu'une mauvaise chose. Puisque l'année prochaine, on sera en 14, peut-être nos générations précédentes ont manqué d'individualisme. Si en 1914, les gens, au nom de leur ego, s'étaient posé la question, mais finalement, pourquoi il faut aller à Berlin en quelques mois? Est-ce que vraiment, s'ils avaient vraiment posé les questions plutôt que de réagir avec un instinct de communauté globale, peut-être il y aurait eu moins de catastrophes dans l'histoire. Donc l'individualisme, c'est pas forcément que mauvais. Mais sinon, comment réconcilier partage et individualisme? Il y a une valeur, c'est un peu banal ce que je vais dire, mais ça me semble
très très actuel, c'est le respect. Le respect, il se trouve que j'étais en discussion avec une collègue qui est enseignante dans un lycée professionnel et qui réussit très bien à Vitry-sur-Seine. Elle réussit très bien avec ses élèves, et c'est dur parce que vous savez que parfois les élèves des lycées sont difficiles. Et puis j'étais vraiment émerveillé par cette capacité, ce qu'elle nous racontait, qu'elle a à bien gérer sa classe. Je disais, mais finalement, comment tu fais? C'est quoi le truc? Comment tu arrives à conserver de l'autorité avec tes élèves? Et elle m'a répondu, je les respecte. Bon. Et puis le soir même, c'est ça le hasard, je vais à Sciences Po pour suivre une conférence sur... il y avait un directeur du laboratoire de relations internationales, politique internationale, et puis il dit, les guerres aujourd'hui, c'est plus des guerres de territoire, les grands conflits internationaux ne sont plus du tout basés sur les mêmes problèmes qu'avant. Aujourd'hui, les grands conflits sont tous liés à un problème de respect. Ah, je dis ça, c'est quand même rigolo, parce que la même journée... Je discute avec, donc à une échelle micro, je discute avec une prof de lycée qui me dit la valeur, c'est le respect. Et puis après, à l'échelle mondiale, un spécialiste qui me dit c'est le respect. Je crois qu'en effet, le respect de l'autre, ce que Kant appelait l'abandon de la pulsion égocentrique au bénéfice de l'autre, c'est très important. Et aujourd'hui, pourquoi on se respecte moins? On se respecte moins parce que le respect, ça demande du temps. Là, j'ai la chance d'avoir un micro. Et donc, du coup, vous m'écoutez, et si je m'arrête même une seconde entre deux phrases, je peux même reprendre la parole. En réalité, si on fait attention à la façon dont on discute ensemble, pouvoir se permettre de faire une pause d'une seconde entre deux phrases, c'est un luxe exceptionnel. Alors, on peut s'entendre avec l'autre en disant, aujourd'hui, on va discuter, et puis on va s'amuser, on va faire des pauses d'une seconde entre chaque phrase. C'est extraordinaire. Quand on discute à deux et qu'on se permet une seconde de pause entre chaque phrase, quel bonheur, quel bonheur. Vous savez, quand vous recevez un mail, vous avez tendance à répondre tout de suite. Puis vous répondez de façon un peu agressive parfois, ça nous arrive, puis après on se dit, oh, bon, ça a été un peu rapide. C'est le piège classique de la réponse, parce qu'on n'a pas pris le temps. Et quand on sait que c'est dangereux, on se dit, oulala, celui-là, je répondrai demain, parce que faut que je réfléchisse un peu avant de m'exprimer. Donc on le sait bien que respecter l'autre, ça demande du temps. Et donc il faut se réapproprier ce temps. Et je crois que c'est la façon de réconcilier l'individualisme et le partage. Oui, mais alors Vincent Berger ou Thomas d'Ansembourg, il y a un paradoxe dans tout ça. Cette notion du respect, d'abord, une partie des médias donne un exemple très curieux quand on regarde les unes d'un certain nombre de nos prestigieux magazines français qui rabaissent... qui l'ont fait en d'autres temps avec l'ancien président de la République, qu'ils font avec le nouveau, quand on évoque la notion de pépère, de faible, enfin vous avez vu toutes les unes de la presse depuis quelque temps. Première question, est-ce que la presse dans ce domaine donne l'exemple du respect? En tout cas, peut-être pas, elle n'incite peut-être pas à respecter la France à l'étranger. Et puis alors, autre question, nous vivons dans une société ultralibérale dans laquelle il y a un culte forcené pour la compétition. Le propre de l'homme, c'est de prendre une certaine distance par rapport à la loi de la jungle. Est-ce qu'on n'a pas, depuis quelques décennies, renoué, qui plus est dans une société de masse très très dure, avec cette loi de la jungle? Et dans ces conditions-là, comment ménager l'espace du respect, de l'acceptation de l'autre et de la différence? Thomas d'Ansembourg. Ça fait beaucoup d'éléments en une question. Sur la question du respect, je vous rejoins. C'est vraiment une question. Est-ce que notre façon d'être adulte fait sens et envie pour nos enfants? Est-ce qu'en nous voyant vivre nos vies d'adultes, notre façon de nous aligner sur notre élan de vie ou pas, notre façon d'être à l'écoute ou pas, de soi ou des autres, notre façon de faire nos choix, les rythmes dans lesquels nous organisons nos journées, est-ce qu'en regardant ça, les enfants d'aujourd'hui se disent « Waouh, être adulte, ça a l'air drôlement sympa. J'ai envie de ça. J'attends d'être responsable, aligné, présent, engagé. » La réponse vient de vos rires. On voit bien que non, nous ne donnons pas un modèle appétissant. Et qu'il y a donc vraiment une mise en question fondamentale de notre façon d'être adulte. Et c'est à nous, d'abord, de nous interpeller sur l'éducation que nous nous prodiguons à nous-mêmes tous les jours. Est-ce que nous sommes capables de nous remettre en question suffisamment profondément pour donner à nos enfants l'envie de grandir
et de s'impliquer. Mes enfants sont jeunes, mon aîné a 14 ans. Très vite à l'école, elle me dit, c'est pas cohérent, papa, les profs demandent qu'on écoute, mais eux n'écoutent pas. Comment veux-tu qu'on fasse? Mais c'est une évidence, elle avait tout de suite perçu une des incohérences du système. Alors, vous voyez, effectivement, on voudrait d'un monde de respect, d'attention, de bienveillance, de compréhension mutuelle, mais les médias nous donnent juste le contraire. On s'invective, on s'injurie, on s'agresse, on entretient des systèmes de pensée divisantes au lieu que de travailler à des systèmes de pensée réconciliantes. Et des outils existent, évidemment. Moi, j'enseigne la communication non violente depuis des années. Je vois que c'est un processus d'approche qui permet aux êtres qui ne sont pas d'accord de comprendre qu'ils ne sont pas d'accord, de s'écouter, comme l'évoquait M. Berger, de laisser du temps au désaccord pour s'installer avant d'argumenter, de juger, d'interpréter, et d'apprendre donc des capacités d'écoute et d'empathie qui permettent de se rejoindre. Travailler à apprendre à se rejoindre plutôt que travailler à entretenir la division. Là, il y a vraiment un modèle à transformer et je souhaiterais que davantage d'adultes soient responsables et mesurent effectivement le modèle tragique qui donne au monde et combien ils ont chacun besoin d'aller balayer devant leur porte. Fabrice Bardèche, à propos de cette notion de respect, pendant longtemps, on a fait un mauvais procès à l'enseignement privé. Il a sans doute été un des éléments qui a réconcilié les gens, l'opinion publique, avec des études qui ne paraissaient pas très académiques. Alors certaines mauvaises langues disaient, bien sûr, quand les gens étaient très méchants, il y a 10 ans, 20 ans, ils disaient on fait des sous-études, et puis on achète son diplôme, et puis comme ça, après, on est sur un pied d'égalité avec tout un tas d'autres. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte que le mérite de cet enseignement privé, en passant paradoxalement, il est vrai, par le barrage de l'argent, avait été de réconcilier les gens avec des écoles techniques, avec des écoles d'application, avec des... Je me souviens que quand j'étais en Cagne, au lycée Henri IV, les gens qui étaient dans les classes préparatoires aux hautes études commerciales avaient très mauvaise réputation. On disait ce sont de futurs marchands de lessive. On les méprisait. C'était totalement absurde. Parce que leurs études paraissaient moins académiques. Il paraissait moins académique de préparer HEC que de préparer Normal Sup. Alors qu'avez-vous à nous dire, vous qui avez toujours su, d'une part, replacer l'entreprise au cœur de la trajectoire des études, et surtout qui avez développé des modèles qui ont permis de faire redécouvrir des formations très précieuses. Il faudrait peut-être aller plus loin aujourd'hui. Il y a quelques années, il y a des gens qui avaient peur des plombiers polonais, mais quand à l'époque on voyait le mauvais niveau technique de certains plombiers français, ou qui se déclaraient tels, on en venait à souhaiter très très fortement la formidable venue de plombiers polonais au sein de nos frontières. Fabrice Bardèche. Vous savez, cette différence justement entre des études plus intellectuelles et des études plus appliquées, moi je l'ai un peu vécu à titre personnel en passant justement d'un monde d'études littéraires où j'étais comme vous en Cagne à Henri IV, à un monde d'étudiants formés à des horizons beaucoup plus pragmatiques et pour beaucoup d'entre eux beaucoup plus scientifiques. Je crois que l'apprentissage des choses concrètes, de bonheur, à un moment où on est encore très malléable, la confrontation justement du monde des idées au monde de la vie est quelque chose qui n'est peut-être pas assez pris assez tôt dans les écoles. Je crois qu'il ne faut pas ramener les choses à de l'enseignement technique ou de l'enseignement intellectuel. On a dans notre enseignement tout l'enseignement secondaire pour essayer de donner les bases intellectuelles à nos jeunes, de leur apprendre à penser. Je ne dis pas qu'aujourd'hui on y arrive parfaitement, on sait bien que l'enseignement est critiqué, mais peu importe. En tout cas, collectivement, nous nous efforçons tous, à travers notre système d'enseignement général, d'apprendre aux jeunes à penser. Après, il faut leur apprendre à appliquer ces outils à la vie telle qu'ils vont la connaître dans leur vie d'adulte, avec à la fois, vous avez raison de le dire, les moyens de la pacification du rapport, mais en même temps l'apprentissage nécessaire dans la confrontation. Non pas dans le combat ou la lutte, mais dans l'apprentissage pragmatique de la résolution des problèmes. Et quand on l'apprend d'assez bonne heure, y compris à des populations très larges, parce que nous voyons arriver aussi bien dans nos écoles des gens qui ont fait une première partie d'études supérieures littéraires, donc vraiment des intellectuels, ou des gens qui ont commencé à faire du droit, des champs vraiment sensiblement différents par rapport à ceux qu'on enseigne,
eh bien, ils vont découvrir, et ça va être pour eux un objet justement d'étonnement, cet apprentissage de la vie pragmatique, de la vie d'entreprise, de celle qui va être, celle qu'ils vont connaître et peut-être pendant quelques années, et justement avant la rénovation récente des universités, la vie du monde extérieur n'entrait pas assez dans le champ clos des universités. Et aujourd'hui, on le voit bien avec des personnalités comme celle de Vincent Berger, qui est président d'université et issu du monde industriel, qu'aujourd'hui, cette rencontre... Du monde militaro-industriel. Pardon ? Militaro-industriel. On voit bien qu'aujourd'hui, ce croisement des chemins est en train de se faire. Donc, je ne crois pas qu'on puisse encore parler, faire ce distinguo entre de l'enseignement dit technique, de l'enseignement plus intellectuel. Le monde est devenu plus complexe, et c'est tant mieux. Dernier point avant que nous ne passions aux questions préparées par le panel et au dialogue avec la salle. Il y a un énorme problème aujourd'hui parmi les éducateurs de paupérisation et de dévalorisation. On peut se demander si les éducateurs du XXIe siècle ne vont pas être considérés comme une caste d'intouchables. Peut-être sont-ils un peu mieux traités dans le secteur privé, c'est ce que vous allez nous dire, Fabrice Bardèche. Enfin, il y a un sérieux problème et je voudrais savoir comment, par exemple, Vincent Berger, dans le secteur public, envisage les choses. Fabrice Bardèche. Vous voulez dire quoi par intouchable ? Les intouchables, ce sont les gens qui sont, quand on pense aux castes d'intouchables, les gens qui touchent aux morts, par exemple, qui procèdent aux incinérations en Inde, on finit par considérer qu'ils ne sont pas fréquentables puisqu'ils touchent à des choses entre guillemets impures. À force de dévaloriser la fonction enseignante, à force de... Je crois que quand on regarde le différentiel entre le traitement moyen d'un enseignant en France et en Allemagne, il est très important aujourd'hui. Et en fin de compte, l'opinion publique finit par valoriser le poids d'un enseignant, d'un éducateur, au poids de sa rémunération, surtout dans la société ultralibérale d'aujourd'hui où le salaire mensuel est censé être le reflet du poids social et d'une réussite et donc d'une certaine forme de considération. Alors peut-être on va déjà faire le distinguo entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur parce qu'on ne parle pas non plus du même type de rémunération. Je crois qu'en effet, l'éducateur est quelqu'un qui doit être rémunéré à son prix parce que c'est une fonction précieuse, noble, difficile et qu'il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas gagner correctement sa vie en le faisant et être respecté en le faisant comme on l'a été pendant très longtemps. Je dirais simplement que la bonne nouvelle, et je reviens, Jean-Paul Capitani, justement sur cette notion de la virtualisation des savoirs, non pas pour dire que c'est la panacée et que c'est ce vers quoi il faut tendre, notamment pour les jeunes enfants, bien sûr, mais simplement parce que ça a été un véritable outil de libération. Le rôle de l'enseignant a changé. Il est défait d'un poids. Il est défait du poids de la transmission presque répétitive parfois du savoir au bénéfice de l'animation de l'intelligence autour du savoir. Et je pense que c'est un rôle qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus satisfaisant, parce qu'on est en train, en effet, on revient à cette notion de partage, d'animation, d'éducation. Et pour revenir à ce que vous disiez au début, Jean-Pierre, je ne crois pas que l'instruction puisse être séparable de l'éducation. Oui, Fabrice Bardèche, mais la plupart des enseignants du secondaire aujourd'hui, par exemple en France, n'ont pas les moyens d'acquitter le prix d'un loyer en milieu urbain. Là-dessus, malheureusement, je ne peux que être concerné. Voilà, je ne peux être que consterné, parce qu'on n'est pas au niveau de nos ambitions quand on en est là. Vincent Berger. Oui, bon, là, vous nous amenez à faire de la politique. Bon, on change un peu de sujet, mais c'est vrai que c'est une très très bonne question et on ne peut pas la déconnecter du débat de fond. C'est un autre débat de fond. Il n'y a pas que le salaire, cela dit. Il y a aussi les conditions de travail. Hein. Donc, puisque vous nous amenez à faire de la politique, faisons-en. Quand on a pendant 5 ans supprimé 15 000 postes par an dans les écoles dans ce pays, on a considérablement cassé l'outil de travail, le fondement de la République.
Et c'est très très long, c'est très très long. Ça ne peut pas d'ailleurs récupérer en un an, ces choses-là. Vous comprenez bien qu'il faut relancer la machine. Et je crois que ça a mis les enseignants dans des conditions difficiles de travail devant les élèves. Quand on a supprimé, par exemple, l'année de formation de stage, qu'on a envoyé des jeunes enseignants dans les classes, au fond, comme on pousse quelqu'un dans une piscine en lui disant « vas-y, maintenant, nage ». On a des jeunes qui étaient motivés, hein, qui avaient envie de faire ça, mais je veux dire, ça ne s'invente pas. Être professeur des écoles ou être instituteur, ça c'est un métier. Ce n'est pas parce qu'on a une maîtrise d'histoire que ça suffit et qu'on est capable de comprendre comment on peut gérer une classe de maternelle. On ne donne pas la responsabilité d'un juge sans qu'il ait fait un stage. On ne donne pas un scalpel à un étudiant en médecine sans qu'il ait vu un chirurgien fonctionner, et on ne donne pas un flingue à un policier sans qu'il ait un petit peu travaillé, vu comment les collègues fonctionnaient. Donc c'est ce qui s'est passé. J'insiste là-dessus, c'est pas pour botter en touche sur le problème du salaire. Ce que je veux dire, c'est que c'est un ensemble. Je vais vous dire, on a recruté un prix Nobel de physique à Paris Diderot il y a 2 ans. Il ne nous a pas demandé un salaire supérieur à celui de ses collègues. Pas du tout, il est payé comme un prof normal. Alors certes, un prof d'université, donc ça gagne un petit peu mieux qu'un professeur des écoles. Mais il ne nous a pas demandé un salaire supérieur. Par contre, il a demandé, oui, parce que oui, quand on est prix Nobel, bon, on peut demander des choses. Il a demandé des conditions de travail particulières. Donc voilà, c'est un ensemble. La reconnaissance sociale d'un métier, c'est un ensemble. Et il n'y a pas que le salaire. Bien entendu, le salaire compte aussi. Par contre, même les enseignants du supérieur, hein, quand ils débutent, ils sont quand même Bac+8, qui débutent à 2000 €. Bon, on ne peut pas non plus facilement, quand on veut faire une famille dans Paris intramuros, avec 2000 € par mois, c'est pas simple. Donc, c'est un problème considérable, mais après, c'est un problème d'investissement de la nation dans l'enseignement primaire, secondaire, supérieur. Et là, c'est un problème d'économie globale. Il faut aussi voir ce qui se passe dans les autres secteurs publics. Si vous regardez par exemple les conditions de travail des infirmières, si vous regardez les conditions de travail et les salaires à l'hôpital, c'est pas facile non plus. Donc voilà, j'ai pas de réponse simple parce que ce serait facile de dire il faut bien sûr tout le monde mérite de gagner plus. Ce serait un peu facile, je sais que c'est compliqué, donc j'ai pas de réponse globale, mais je veux insister sur l'ensemble du dispositif et sur aussi les conditions de respect du système éducatif en général. Alors nous allons maintenant passer au dialogue avec la salle. Il nous reste une petite demi-heure de vol. Je vous propose d'alterner les questions préparées par le panel d'étudiants et puis vos questions directes. Vous êtes là, donc interpellez Thomas Dansembourg, interpellez Fabrice Bardège, Vincent Berger et Jean-Paul Capitani. Peut-être une des premières questions du panel. Nous avons une étudiante en droit, une étudiante en école de commerce, et puis une troisième étudiante qui n'avait pas eu le temps de me préciser ce qu'elle faisait. En psychologie, voilà. Eh bien, mesdemoiselles, ouvrez le feu. Ma question, enfin, je suis mademoiselle Nanda Naël Sandra. Je suis étudiante à Nanterre Université en doctorat psychologie du travail et environnement. Et ma question aura 2 volets. Quelle est, selon vous, l'école idéale, dans un premier temps, et comment l'université, en tant qu'acteur majeur de l'éducation, peut-elle changer ou peut-elle agir de manière effective afin d'impulser un changement, et quelle stratégie adopterait-elle? Je vous remercie. Alors, qui veut répondre à cette question? Vincent Berger? Oui, je crois qu'aujourd'hui, il faut investir dans la recherche sur l'éducation, sur la didactique, sur les sciences de l'éducation. L'élève change, la société change, on a parlé des évolutions de l'individualisme, des outils numériques, on a parlé de tout ça change, et donc du coup ça nous amène à revoir nos modes d'interaction avec les jeunes, et ça fait partie de ça fait partie même plus que la mission de recherche de l'université, ça fait partie de la responsabilité sociale de l'université. On parle beaucoup de responsabilité sociale des entreprises. Mais la responsabilité sociale de l'université, elle est très différente parce qu'à l'université, on fait de la recherche aussi. Et donc, on peut faire de la recherche sur nos propres actions. Et ça c'est très important. Si je prends par exemple l'égalité entre les femmes et les hommes, bon, c'est un sujet. On peut travailler là-dessus dans l'entreprise.
Je vois que vous riez parce que peut-être vous aviez une question là-dessus. Exactement. Oui, oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai. Ouais. Non, non, mais vous avez raison. Bravo. L'égalité entre les femmes et les hommes, c'est un sujet qu'on peut traiter dans l'entreprise au niveau de la gestion des ressources humaines, au niveau des promotions, au niveau, etc., de plein de choses. Mais à l'université, on peut le traiter aussi au niveau de la recherche, et donc on peut irriguer notre action en tant qu'employeur par nos recherches. Sur l'éducation, c'est pareil. Je pense qu'il faut investir dans la recherche en sciences de l'éducation ou en didactique, parce que les choses se renouvellent en permanence, et je crois que c'est d'ailleurs ce qui sera fait au sein des écoles supérieures du professorat et de l'éducation qui vont être développées dès la rentrée 2013. Thomas d'Ansembourg ou Jean-Paul Capitani, l'école idéale? Oui, j'aimerais proposer ceci. Il me paraît que l'école idéale serait celle qui permettrait à l'enfant de connaître et développer l'ensemble de ses intelligences, et pas seulement la petite partie de lui qui constitue son cerveau logico-mathématique, le cerveau gauche qui est là. L'ensemble de son intelligence. Et que pour ça, on voit bien que ce n'est pas possible de prodiguer cette éducation sans l'avoir développée pour soi-même. Les adultes qui prodiguent l'éducation ont besoin d'apprendre à développer l'ensemble de leurs intelligences, c'est-à-dire travailler sur soi, développer la fibre artistique, la fibre créatrice, l'intuition, la sensibilité, la capacité de recul, d'inventer. Il y a un énorme chantier à faire sur les adultes pour pouvoir accompagner les enfants. Sinon, ce qui arrive, c'est que, vous le voyez autour de vous, et moi je le vois comme thérapeute, on a des êtres humains complètement coupés d'eux-mêmes, qui sont en train de vivre leur vie en s'écartant de plus en plus de leur élan de vie et en compensant cette tension par des mécanismes compensatoires dans lesquels s'engouffre la société matérialiste. Acheter, consommer, revender, racheter, et tout ça pour compenser un mal-être existentiel parce que les personnes ne sont pas alignées sur leur élan de vie. Alors, l'alignement sur l'élan de vie permet non seulement à la personne de se sentir mieux, d'être plus heureuse et plus généreuse, mais ça permet à son entourage de sentir un effet positif et contagieux, et puis ça sert l'intérêt général. Il y a 3 bonnes raisons pour faire ce travail, et c'est ainsi que je considère que le travail de connaissance de soi devrait être remboursé par la sécurité sociale. Oui, mais alors, Thomas d'Ansembourg, est-ce qu'à certains égards, on n'a pas le sentiment parfois de vivre exactement l'inverse? Depuis une vingtaine d'années, les études généralistes tournées vers les humanités en général sont globalement de plus en plus rares. On savait que les CAGN, maintenant, très souvent, les écoles préparatoires aux écoles de commerce ont un éventail assez large dans les formations. Mais par ailleurs, de plus en plus, avec l'obsession du marché de l'emploi, avec cette ivresse momentanée du fait que comme le taux de sélection à l'entrée dans les universités ne paraît pas très élevé, et que malheureusement ça se fait au détriment d'un travail terrible pendant les 2 ou 3 premières années qui sont très dures à vivre pour des étudiants un peu livrés à eux-mêmes et dans des structures de masse, on a le sentiment parfois qu'on forme de plus en plus tôt des gens pour qu'ils soient strictement, étroitement opérationnels, des experts comptables, des juristes. Mais oui, mais où sont les humanités ? Ah ben, je vous rejoins, et les personnes qui sont formées dans une spécialité, tôt ou tard, se sentent bien seules, limitées, contraintes, et ne goûtent pas un profond épanouissement de leur être. Donc il y a vraiment un travail de déspécialisation à faire. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin d'experts et de spécialistes par moment, mais qu'une éducation permette aux personnes de déployer leur potentiel. Je peux voir simplement la tristesse, la misère qui s'installe quand un être humain n'exprime pas tout ce qui est en lui. Or, nous avons chacun des trésors, j'en suis absolument convaincu. Ma désolation vient de voir de constater que tant d'êtres disposent d'un trésor extraordinaire prêt à se déployer et sont dans une complète ignorance des moyens pour atteindre ce trésor. Et c'est là que l'éducation pourrait apporter des outils, des processus. Jean-Paul Capitani ? Ce qui me semble, c'est que il faut respecter les enfants. Donc c'est à l'initial, il y a des enfants. Dans notre recherche d'une nouvelle école à créer, on a été aux États-Unis, on a visité beaucoup de lieux. Et une fois, on a vu sur un slogan, quand un enfant a un problème, c'est le professeur qui a un problème. Donc si vous voulez, le travail d'accompagnement des enfants, c'est pas un travail de remplir la bouteille en y mettant des choses dedans. C'est pas ça. Respecter un enfant, ça n'est pas lui dire ce qu'il a à faire, c'est lui permettre de comprendre
ce qu'il est, ses potentialités, ses désirs, son plaisir, et d'aller loin. C'est extrêmement important. Il faut vraiment renverser la proportion. C'est pour ça, si vous voulez, qu'on a envie de créer une école, parce que il y a tellement de distance entre ce que nous pensons, enfin ce qu'on essaye de penser, et ce qui se pratique, que c'est terrorisant. Si vous voulez, par exemple, on parle de l'école de la bienveillance. Quand vous rentrez dans une école, je croyais que c'était réservé à ma génération, mais j'ai encore posé la question à des enfants, les toilettes. Est-ce que les toilettes dans les écoles sont bienveillantes? Non, il y a des portes coupées, elles sont toujours sales, c'est terrible, c'est épouvantable. Quand on passe l'apprentissage que les enfants font là-dedans, le sac de 25 kilos sur les épaules, est-ce que c'est bienveillant? Non, c'est pas bienveillant, ça peut pas l'être. Mais personne ne se préoccupe de ça. Est-ce que tout l'ensemble de ces trucs-là, vraiment que les enfants, pour enseigner un enfant, il faut essayer de comprendre où il en est. Qu'est-ce qu'il peut faire? C'est un travail d'humilité de l'enseignant. Si vous voulez, donc, disons, je dirais, la motivation des enfants, je crois qu'elle est assez généralisée, c'est la chose la mieux partagée. Les enfants sont tous différents. Les enseignants doivent faire l'effort de comprendre ce que sont les enfants. Je crois que les enseignants aussi sont très motivés. Le problème, c'est qu'on les met dans des contextes et on les confronte, je dirais, dans un univers qui est épouvantable, et qui peut être épouvantable et qui peut avoir qui est dommageable. Je dirais, quand on considère que l'éducation nationale met sur la touche à peu près 15%, je ne crois pas dire des sottises là-dedans, 15% des enfants qui ne sauront même pas lire, qui ne trouveront pas de chemin facilement dans l'existence, etc., et qui sont peut-être les meilleurs. Je veux dire, parce qu'on porte des jugements sur les aptitudes, mais les aptitudes, on ne sait pas celles dont on va avoir besoin. Toute cette espèce d'univers qui s'ouvre virtuel, dans lequel, quelles sont les aptitudes qui permettent de trouver son chemin là-dedans? Quelles sont on ne le sait pas vraiment. Donc ce qui est important, c'est revenir au départ, revenir aux enfants, revenir à des enfants qui soient bien formés, des enfants qui savent que l'herbe pousse dans les champs, qu'il y a des chevaux, des animaux pour autour, que les êtres humains ont des relations entre eux, si vous voulez, c'est pour ça que nous tenons particulièrement à ce que l'école soit aussi une pension, parce que c'est une collectivité à vivre ensemble. Les professeurs vivent avec les enfants, c'est important. Je dirais, il ne s'agit pas de truquer, c'est une vie réelle dont on parle là. Alors évidemment, après on arrive à l'université, il faut trouver les tâches, des boulots, former des gens pour des métiers, etc. Certes, mais de Dieu, comment au départ partir avec des enfants, comment les amener le plus loin possible? Cette histoire du baccalauréat, la remise des notes en classe, tu es le premier, tu es le dernier, tu peux mieux faire, etc. Mais c'est humiliant aux États-Unis, ça n'existe pas, on ne remet pas les notes comme ça. Les professeurs apprécient le travail des enfants, dialoguent avec eux, tu as progressé, tu es moins bon, tu fais pas ce qu'il faut, mais c'est un dialogue, c'est pas devant la classe comme ça, une espèce de jugement. Et c'est traumatisant pour les enfants, je dirais, etc. Je veux dire, apprendre. Je ne vais pas vous infliger le décortiquage de la chose, mais c'est terrible. Donc il faut repartir. Notre sentiment, c'est qu'il faut balayer devant sa porte, que puisque nous avons la capacité de le faire, il faut qu'on expérimente. Et ce qui devrait être possible et souhaitable, en tout cas, c'est que ces expériences puissent être accompagnées aussi par l'éducation nationale. Je veux dire, l'État français collecte des impôts pour des formations. On devrait, j'espère que ce désir que des parents éprouvent de plus en plus d'essayer de changer les choses, eh bien, il faudrait que ceci puisse être accompagné intelligemment avec des critères, évidemment, mais positivement. Alors, autre question, la salle peut-être, et puis après on repasse au panel. Madame, puisqu'il y a trop d'hommes à la tribune, vous avez raison, donc vous avez la parole. Vous avez des micros devant vous, il suffit d'appuyer sur le petit bouton. Oui, merci. J'ai passé quelques 18 ans ici, dans les murs de l'UNESCO. Et c'est à ce propos, je voulais vous dire, juste pour revenir un peu sur l'intervention de M. Vincent Berger, sur la question d'un socle commun de connaissances. C'est juste une information. C'était Edgar Morin qui, ici, dans les années 90, avait déjà proposé un socle commun de connaissances pour les universités du monde entier. C'était dans le cadre de la rédaction de son texte « Les 7 savoirs nécessaires à l'éducation du futur ». Et puis, il y a eu un autre philosophe qui était Michel Serres, qui est dans ce mur ici, dans les années, c'était en 2003. Moi, j'étais dans la salle présente. Toujours dans le cadre de la culture de la paix, avait proposé non seulement un socle commun de savoir, de connaissances, mais aussi un socle commun de valeurs.
sur lequel les étudiants auraient pu se retrouver dans les universités du monde entier. Ça a été complètement oublié. Non seulement ici par les personnes de l'UNESCO qui étaient présentes, mais aussi par, si on veut revenir en France, par l'éducation nationale. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, peut-être qu'il faudrait reprendre les textes écrits par ces deux philosophes. Ils sont toujours là, ils sont toujours valables. Voilà, la question. Vous avez parlé de savoir froid, il existe des savoirs chauds. Donc, si, il y a même des personnes qui ont théorisé le savoir chaud. Donc, oui, en Italie, l'Université de la science de l'éducation. Juste pour une question, vous ne pensez pas que, par exemple, il y aurait un autre rôle par rapport au fait qu'il y a donc tout un savoir chaud qu'il faut prendre en considération, qui serait donc de l'enseignant, non en tant que coach. Quelqu'un a prononcé ce nom lorsque vous disiez que de ce qu'on peut déployer tout des connaissances sur le savoir froid, l'enseignant serait donc un coach, mais à mon avis c'est très dangereux parce que l'enseignant doit aussi être un exemple et surtout pour les enfants les plus petits, donc pour rejoindre aussi la vision de Jean-Paul. Donc où sont les humanités? C'est la même question que tout à l'heure. Et juste pour terminer, nous avons mis en place, et ça j'étale ma marchandise, nous avons mis en place une association qui s'appelle Les Printemps d'éducation qui prend en compte le fait qu'il y a déjà des enseignants, des professeurs, des parents qui sont là pour porter les solutions. Les solutions, il ne faut pas les inventer, elles sont déjà là. Merci. Vincent Berger. Oui, je ne connaissais pas les travaux sur le savoir chaud, ça m'intéresse, surtout dans l'italien. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je voulais dire par le savoir froid qu'il y a une partie de la connaissance qui peut être écrite sur des documents et transmise. C'est de l'information. Et puis, mais rien ne remplace le contact humain. Rien ne remplace le contact entre l'enseignant et l'élève et l'étudiant. Et simplement, dans l'enseignement traditionnel, une grande partie de ce contact, de cette présence enseignant-étudiant, était un peu gaspillée pour la transmission dans un seul sens du savoir froid. Alors qu'aujourd'hui, on peut s'en passer et utiliser le temps d'interaction entre l'enseignant et l'élève, ou l'étudiant et l'étudiante, pour vraiment parler d'expérience, d'échange, de gestes, de vécu, de savoir aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus le savoir qu'on a à transmettre, parce qu'il existe partout et il est surtout accessible instantanément partout. Par contre, le savoir, c'est intéressant. C'est-à-dire, parmi toute la connaissance qu'il y a dans Wikipédia ou ailleurs, qu'est-ce qui est vraiment pertinent? Comment se repérer, faire les liens entre les choses qui sont vraies et les choses qui sont peut-être plus douteuses, parce qu'il y a de tout aussi sur Internet. Donc le savoir, c'est autre chose que le savoir. Et c'est ça. Et ça, rien ne remplacera dans l'éducation le lien humain. Le e-learning n'est pas là pour se substituer, pour faire les économies d'échelle et recruter moins d'enseignants. Alors une question du panel, et puis après on revient à la salle. Bonjour, donc, je suis Marie-Jette de l'école de commerce de Marseille. J'avais une question, donc, vous parlez de tous ces changements qu'il faudrait mettre en place dans l'éducation, mais comment on pourrait faire? Parce que quand même le ministère de l'Éducation, je pense que celui qui a le plus de mal à le réformer en France, dès qu'une réforme sort, tout le monde sort dans la rue avant même de l'avoir lu. Comment on peut faire pour vraiment impulser et faire en sorte que ces changements soient vraiment mis en place dans l'éducation nationale en France? Vincent Berger, ils vont vous faire refaire de la politique. Mais, je ne suis pas tout seul, hein, peut-être d'autres. Non, mais je ne sais pas. Après, bon, on est en France, c'est des sujets compliqués. Voilà. C'est normal qu'il y ait un débat. Et on est aussi dans un pays de confrontation. Tout à l'heure, on en a parlé d'ailleurs, vous en avez parlé des confrontations entre, par exemple, les entreprises. Vous disiez quand vous étiez en Cagne, on avait du mépris pour, et c'était pareil en sciences d'ailleurs, on avait du mépris pour les étudiants des écoles de commerce. Donc il y a comme ça des confrontations dans ce pays qui sont dramatiques en réalité, qui sont dramatiques. Le fait que les entreprises et le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche soient quand même assez largement déconnectés, ça a des conséquences considérables pour notre pays. Si vous écoutez Louis Gallois, il vous explique qu'il y a 41% du PIB qui est utilisé pour la dépense interne de recherche et développement en entreprise.
1,89 en Allemagne. Ça explique pourquoi les entreprises allemandes sont sur de l'innovation, du luxe, alors que nous, on est dans des secteurs qui nous mettent en concurrence avec des modèles sociaux plus faibles. Donc ces confrontations-là, non mais c'est au cœur du sujet, hein, toute l'histoire de ces confrontations entre blocs sociaux en France, des confrontations aussi entre écoles et universités, ça a eu des conséquences sur la façon dont nos entreprises sont construites et leur éloignement à la recherche, et ça a des conséquences économiques considérables. Donc oui, on est dans un pays de confrontation. Je ne pense pas qu'on soit incapable de faire des réformes quand même. Il faut rester optimiste, puisqu'on a dit dès le début qu'on était sur un débat où on avait envie d'être optimiste. Je crois que ce gouvernement fait des réformes, en particulier sur l'enseignement et sur l'éducation, les écoles supérieures du professorat et de l'éducation et les recrutements qu'il y a avec. C'est une réforme considérable, hein. Les écoles vont quand même entrer en fonctionnement en septembre. Le gouvernement précédent avait aussi fait des réformes, dans un autre sens, mais il avait quand même fait des réformes. Donc c'est pas impossible de réformer dans ce pays. Voilà, donc on réforme, mais en discutant. On a besoin de discuter. Question à la salle, monsieur. Jean-Baptiste Marquette, chercheur à l'Institut d'astrophysique de Paris. Bon, j'aimerais revenir sur un certain nombre de points que j'ai notés pendant le débat, en particulier en ce qui concerne le monde virtuel et son utilisation dans l'éducation. Je voudrais ici signaler que, par exemple, sur la chaîne du Muséum culturel, comme du temps de cerveau disponible, dans une émission où on vous demande si vous voulez gagner une grosse somme, 56% du public fait qu'un candidat se vautre sur la question qui lui est posée en lui suggérant que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Vous savez tous combien on a été bombardé en décembre dernier sur la fin du monde qui nous tombait sur la figure et sur les atterrants programmes qui ont été diffusés sur la TNT, y compris sur l'audiovisuel public. Maintenant, M. Capitani a eu la bonne idée de rappeler qu'il fallait avoir des aptitudes pour pouvoir aborder le monde virtuel et faire qu'on sache savoir, comme disait M. Berger. Et il me semble qu'il y a un mot qui était totalement oublié dans ce qui a été dit, c'est le mot obscurantisme. Parce que l'Internet, ça marche dans les deux sens. Si on peut y chercher des choses, on peut aussi y déposer tout ce qu'on veut, et en particulier bien des métastases intellectuelles et culturelles. Donc, j'aimerais que la salle ici en prenne conscience, et je voudrais, pour alimenter la réflexion de chacun, citer 3 ouvrages. Le Lucie et l'obscurantisme de Pascal Pic, Le chagrin d'école de Daniel Pénac et le TV-lobotomie de Michel Desmurger. Fabrice Bardèche, une réaction à ce propos? Bon, vous avez parfaitement raison. L'Internet, et notamment cette disposition de savoir et de savoir entre guillemets, est à la fois la meilleure et la pire des choses. Et on a devant nous une boîte de Pandore dans laquelle il y a de quoi égarer les esprits autant que de quoi les former. C'est la raison pour laquelle le rôle, tout à l'heure peut-être un peu minoré, du coach me semble quelque chose de fondamental, d'essentiel et de parfaitement noble. C'est-à-dire que lorsque vous avez une assemblée d'étudiants et que vous leur apprenez à naviguer sur cet océan de savoir, justement, vous leur apprenez à éviter les écueils, à sourcer une autorité en termes d'auteur sur une théorie, à croiser des renseignements. Finalement, vous allez former vos étudiants à une attitude de chercheur. Autrement, vous ne faites pas le travail. Le travail de pilote, ce n'est pas un travail d'amuseur, ce n'est pas simplement un travail d'animateur, c'est un véritable travail d'encadrement à la recherche du savoir. Si vous me permettez un commentaire supplémentaire, je voudrais signaler quand même que pour tenir un fusil, il faut un permis de chasse. Pour tenir un volant, il faut un permis de conduire. Mais pour tenir un clavier, je pense qu'il faut qu'on s'interroge sérieusement sur la possibilité d'avoir un permis technologique. Oui, Jean-Paul Capitani. Je voudrais insister sur une dimension de l'esprit humain. Quand vous parlez de le Soleil qui tourne autour de la Terre, quand 300 ou 400 ans avant le Christ, quelqu'un sur une île en Grèce conceptualise que effectivement la Terre tourne autour du Soleil,
c'est quelqu'un qui vivait dans la nature, qui a utilisé son intelligence. Certes, il y avait déjà quelques connaissances de mathématiques, mais je dirais l'aptitude à trouver, à penser. Toute l'astronomie a fonctionné sur des amateurs jusqu'au XIXe siècle. Depuis que nous avons des ordinateurs, on fait des recherches et des découvertes étonnantes, mais si on regarde la productivité, je dirais, de ces recherches par rapport à tout ce qui a été trouvé antérieurement par des amateurs éclairés. Donc ce qui est important pour les enfants, c'est d'être capable de penser, parce que confronté à cet abîme, ces abîmes que nous ouvrons sous leurs pas, on n'a pas des enfants qui sont vraiment intelligemment assis sur cette terre en comprenant comment ça fonctionne et non pas dans une virtualité effrayante, si vous voulez. On a collé nos enfants devant la télévision, après on les a mis devant des ordinateurs, maintenant on les met devant des téléphones, mais c'est une folie furieuse. Donc il faut arriver à faire en sorte que les bases, je dirais, intellectuelles fonctionnent, que les enfants aient une aptitude de se situer par rapport à ces choses-là. Et c'est vertigineux, je dirais. Et je pense que donc il faut repartir sur des prémices, je dirais, de bon sens. Et voilà, c'est ce que nous pensons qu'il est important d'expérimenter à travers une école qui soit accessible à tous. Une dernière question de la salle. Oui, moi j'aimerais bien exprimer... Oui. J'aimerais bien exprimer un tout petit peu... Ici, je suis là. Oui, pardon. Je suis Eva Sandors, artiste et pédagogue. J'aimerais bien exprimer un tout petit peu de lumière parce que je trouve qu'il y a aussi effectivement des solutions et qu'il faut en parler. Je viens de l'étranger, donc quand je me suis retrouvée à Paris, on m'a proposé de construire un cours artistique au sein de Sciences Po. Bon, moi je ne savais pas quelle institution c'était Sciences Po, je me suis renseignée, je sais aujourd'hui. Et du coup, dans cette école prestigieuse qui, à la base, est quand même une école qui développe bien évidemment surtout l'intellect, depuis 2 ans et demi, 3 ans maintenant peut-être, ils ont commencé à tester un nouveau module qui est un cours à la base facultatif, un cours qui est autour des arts. Et des arts vraiment, non seulement l'étude des arts mais, théorique, mais aussi pratique. Et donc, il y a un an et demi, on m'a proposé de proposer un cours pour les étudiants, ce que j'ai fait. Et du coup, dans cette école où il y a majoritairement un enseignement intellectuel théorique, les étudiants se sont retrouvés à pratiquer le théâtre, c'est-à-dire redécouvrir le corps, comment exprimer les émotions, comment faire véhiculer le message à travers la voix, quelle voix. Et c'est vrai que moi, je conçois le théâtre comme un travail collectif. Sciences Po, c'est une école où les étudiants sont évalués tout le temps. Il y a une compétition énorme et d'un coup, ils se retrouvent dans un cours où moi, je dis non, il n'y a pas de jugement ici, il n'y a pas de compétition. Moi, je veux que vous trouviez chacun votre place au sein de groupe et c'est ensemble que vous arrivez à quelque chose d'intéressant. Et du coup, je trouve cette ouverture de Sciences Po vers les arts absolument extraordinaire. Et je dis, les solutions commencent à émerger. Et d'ailleurs, ce cours, je suis une parmi de nombreux enseignants, bien évidemment. C'est souvent des gens qui viennent d'autres milieux, des artistes. Du coup, ça ramène autre chose, une autre expérience, une autre vision. Et ces cours artistiques ont vraiment un succès phénoménal. Voilà. Une dernière question du panel et nous clôturerons cette belle séance. Bonjour, Astrid Barthélémy, je suis juriste et je fais partie du réseau français des étudiants pour le développement durable. Donc j'ai plein de questions. Ma première question, c'est, on a parlé d'éducation dans le cadre d'école. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut aussi éduquer en dehors de l'école? Parce que si on éduque que dans l'école, ça veut dire qu'on éduque entre guillemets que les jeunes générations. Et ma question après, donc au sein de ces écoles, si on fait ces éducations-là, je suis surveillante dans une école qui est un peu un type d'école nouvelle, qui est l'école un peu comme une école de la bienveillance. Et on se rend compte que l'équipe pédagogique n'est pas forcément à même d'avoir le même parler, le même langage face aux élèves. Donc comment est-ce que déjà on éduque les éducateurs pour qu'ensuite les éducateurs puissent bien éduquer ceux qu'on éduque? Thomas Dansembourg.
Merci d'identifier qu'il y a un processus d'éducation des éducateurs et que ça ne tombe pas du ciel avec des idées généreuses. Nous sommes tous habités des intentions les plus généreuses dans l'éducation, bienveillance, écoute, partage, solidarité. Et cependant, même si ces valeurs nous habitent depuis des siècles, on voit qu'on a bien du mal à les mettre en pratique. Il y a donc un travail d'apprentissage à mettre ça en pratique. Et, ici, moi, j'enseigne la communication non violente depuis des années. C'est un outil parmi d'autres. Il en existe d'autres, bien sûr, mais qui fait ses preuves d'efficacité pour apprendre à travailler sur soi, pour développer vis-à-vis de toutes les parties de soi une bienveillance, une capacité d'écoute et de mise en relation des parties de soi, qui fait que l'on développe vis-à-vis de l'autre et de toutes les parties de l'autre une capacité de bienveillance. Comment être à l'écoute de l'ombre de l'autre si je ne supporte pas de voir la mienne ? Comment accompagner l'autre dans sa colère, son désarroi, tranquillement pour aller voir ce que ça veut dire. Si moi je veux jamais voir ma colère ou mon désarroi, je blinde tout. C'est pas possible, vous voyez. Donc il y a vraiment un travail de discernement à faire et qui peut se faire. Et il y a des projets pour ça qui intègrent ces choses-là. Je sais qu'on a parlé là du printemps de l'éducation. C'est un projet qui met toutes sortes d'outils à disposition, magnifiques pour faire ça. C'est ça qui me paraît précieux aujourd'hui, c'est de réaliser qu'il ne s'agit plus d'inventer des outils. Ils sont là et ils ont fait leurs preuves. Il s'agit juste de les intégrer dans le processus. Et pour ça que les dirigeants d'institutions, les éducateurs, veulent bien effectivement accepter de se remettre en question sur ce plan-là. En tout cas, je ne les critique certainement pas parce qu'ils font certainement avec la plus belle des intentions et tous les moyens qu'ils ont, mais de prendre conscience que d'autres moyens existent et que l'on peut donc, vous parlez de surveillant de classe, on peut sortir d'un vieux modèle qui pétrit nos consciences depuis des millénaires, qui consiste à vivre nos différends et nos conflits dans un rapport de force, domination-soumission. C'est une tragédie, c'est une vieille stratégie qui a tant bien que mal servi à résoudre les conflits. Il est grand temps de démanteler cette habitude et de voir que l'on peut résoudre les conflits en apprenant à se parler, à s'écouter, à se comprendre et à trouver la solution gagnant-gagnant qui va satisfaire tant l'un que l'autre. Et que là, on voit bien que ça ne va pas tomber du ciel, ça demande effectivement qu'on s'y implique. Mais eh bien, ce sera le mot de la fin. Malheureusement, cette heure et demie a passé trop vite. Je voudrais remercier nos 4 conférenciers, Thomas Dansembourg, Fabrice Bardèche, Vincent Berger, Jean-Paul Capitani, et puis laisser le dernier mot à ces quelques lignes tirées de Jean Jaurès. Nous fêterons l'an prochain le 100e anniversaire de la Grande Guerre. Le premier tué de la Grande Guerre, c'est Jean Jaurès. Il ne faut pas l'oublier. Et voilà un extrait de son discours de Castres, prononcé en juillet 1904. La liberté républicaine qui donne à tout citoyen le droit et qui lui crée le devoir d'intervenir dans la conduite des affaires publiques, qui l'oblige sans cesse à avoir une opinion et une volonté, est donc un incessant appel à tous les hommes, à la force de la pensée et à la force du vouloir. Elle est donc la grande et universelle éducatrice. Mais cette éducation par la liberté serait insuffisante. Elle investirait les citoyens de droits et de devoirs supérieurs à leurs facultés, si la nation ne mettait pas tous les citoyens en état de se reconnaître dans la complication des événements et de dégager de la contrariété des égoïsmes le droit de chacun et l'intérêt de tous. Je vous remercie.